Peut-être qu'on peut éteindre la lumière. Non, ça te dérange Ouais, juste pour qu'on ait un peu de contraste, parce que le vidéoprojecteur donne ce qu'il peut, certes. Bon, ça va faire un peu disco le temps qu'on trouve la... Ouais, par exemple. Si là, c'était qu'un auditeur. Non, non, c'est bon, allez-y. On ne voit pas, quoi. Ah, bon, finalement, bah non. Il n'y a pas de demi-mesure. Eh bah oui, c'était ce que dit l'autre. Allez, hop. Super. On peut le garder derrière. Ok. Du coup, l'idée, c'était de vous présenter ce projet qui a 2 ans maintenant, et sur lequel le Toulouse Game Dev est impliqué, et qui consiste à croiser des techniques et des méthodes qui sont les nôtres, celles du jeu vidéo, de la création du jeu vidéo, du game design en général, mais aussi d'aspects un peu plus liés à la machine, avec le spectacle vivant. L'origine de ce projet-là, ça a plusieurs années en fait. Ça vient d'une espèce d'arlésienne qui est que le Toulouse Game Dev, c'est une association qui ne possède pas à proprement parler de lieu pour se retrouver. Alors on a des partenaires super, comme la Mêlée Numérique, comme chez Dupont dont je reparlerai, mais ça fait un moment qu'on voulait un endroit justement pour pouvoir se retrouver, éventuellement bosser ensemble, faire les événements quand on veut, à l'heure qu'on veut, etc. C'était avant donc d'avoir accès aux locaux de la mine. On a eu pendant un temps un lieu à Saint-Cyprien qui s'appelait la Sandbox. On a pu organiser des tas de trucs. On a monté une petite école, on a fait des masterclass, on faisait les meet-up là-bas, etc. C'était très chouette. Maintenant, c'est plus le cas. Et c'est vrai que cette idée d'avoir un lieu où on pouvait se retrouver, c'était quelque chose qui a été essayé plusieurs fois à différents endroits. Donc ça, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. En 2020, il s'est passé un petit truc au niveau sanitaire. On s'est tous retrouvés donc enfermés chez nous. Et bien sûr, comme je le disais, il y a beaucoup de développeurs indépendants à Toulouse, et les développeurs indépendants, ils n'ont pas attendu le confinement avant de se retrouver enfermés chez eux, avec des effets variables et généralement pas très positifs sur la santé physique et mentale. Donc ça a trotté un peu dans ma tête, et on restait sur l'idée que ça serait intéressant de pouvoir, sans avoir un studio avec un local, etc., mais de pouvoir aller travailler un peu partout. Alors un peu partout ça existe, il y a des boîtes de coworking, sauf que quand vous avez 350 balles le mois pour avoir un bureau de coworking en centre-ville, et c'est ok, ça leur coûte très cher à eux aussi, c'est pas quelque chose qui est forcément envisageable quand on sort d'école ou quand on est juste un petit indé et qu'on galère pour faire sa vie. Pour autant, j'avais pas envie que les gens restent enfermés chez eux. Donc encore une fois, l'idée faisait son chemin. Et une autre idée qui a priori rien à voir, mais qui s'est retrouvée liée au projet, c'est justement cette Scientific Game Jam, dont vous avez un exemple incroyable pour un écran qui a pas un très très bon contraste, mais ça c'est le projet que j'ai fait c'est le jeu de jam que j'ai fait en 2019. Et donc la doctorante, elle avait fait sa thèse en muséologie sur tout ce qui était éclairé et ce qui n'était pas éclairé dans les musées. C'est un sujet passionnant. Alors faire un jeu vidéo à partir de ça, c'était compliqué, mais on s'est posé plein de questions rigolotes, et des questions qui n'étaient pas forcément des questions qu'on se pose dans un studio de jeux vidéo en général. Donc en termes de game design, c'était quelque chose qui était assez passionnant à faire, et je me suis rendu compte que la perméabilité des outils que nous on a développés par rapport au temps réel, par rapport à la prise en compte de l'interactivité des utilisateurs, etc., c'était quelque chose d'assez précieux et qui pouvait être utilisé dans d'autres domaines. Et là, Blandine, dont je parlais tout à l'heure, de la métropole, m'appelle: Julien, est-ce que tu n'as pas une idée? Allez, vas-y, on ne sait pas. Et en fait, elle m'a appelé par rapport à ce lieu-là. Donc ce lieu-là, ça s'appelle Chez Dupont, c'est juste, c'est par là, c'est en haut de la rue. Et c'est un lieu qui a été ouvert dans une ancienne fabrique de pierre tombale, comme vous pouvez le voir, le côté un peu glamour du truc. Et c'est c'est une salle qui a été ouverte par Bleu Citron. Bleu Citron, donc, c'est un gros acteur culturel toulousain qui organise surtout des concerts, des festivals, des choses comme ça. Ils se sont retrouvés un peu à l'étroit dans leurs anciens locaux, donc ils en ont voulu des nouveaux, ils ont pris un truc très grand, et ce qu'ils se sont dit, c'est nous on se met à l'étage et en bas on fait coworking. Et tant qu'à faire, on va essayer de trouver des financements publics, donc du côté de la métropole pour ça. Et la métropole leur a dit, ok, mais on aimerait bien que vous bossiez avec d'autres industries culturelles dans Toulouse. Tenez, j'ai le numéro d'un geek, je vous l'envoie et il saura peut-être trouver quelque chose. Et donc, en discutant avec ces gens-là, je me suis dit, voilà, un lieu de travail, c'est effectivement ce qu'on peut, nous, éventuellement chercher au Toulouse Game Dev.
Tout l'aspect culturel, c'est quelque chose de nouveau. La plupart du temps, quand on essayait de nous maquer dans une boîte de coworking, c'était avec des web designers ou des trucs comme ça, enfin des choses des gens dont les outils de travail se rapprochent un peu des nôtres. Et du coup, on a monté un dossier commun en se disant, il y a moyen effectivement de croiser les effluves, il y a moyen peut-être d'avoir des financements de la métropole qui pourraient payer pour ces places-là. Si c'est la métropole qui paye, ça veut dire que vous n'avez pas à payer. Et donc, il y aurait peut-être moyen de faire un micmac comme ça, c'est-à-dire que la métropole paye Bleu Citron, qui du coup, eux, nous payent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des salles à dispo, et en échange, nous, on fait des projets avec eux. Donc, le deal de base, c'était ça. Donc, le projet, c'est donc un coworking gratuit pour les développeurs, avec ceci que, au départ, c'était sur 1 jour par semaine. Le reste, vous travaillez sur les dossiers que vous voulez, vos projets à vous. Et 1 jour par semaine, vous le passez sur des projets culturels qu'on ferait en duo avec les artistes de chez Bleu Citron, donc des danseurs, des chanteurs, etc. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, moi, je visais des indés dont l'agenda n'était pas complètement plein, parce que à partir du moment où vous n'avez pas le temps pour faire ces trucs-là, vous avez peut-être assez d'argent pour vous trouver un endroit pour travailler. Donc ça faisait un peu d'une pierre deux coups, ça donnait des projets un peu originaux, un peu plus intéressants, et donc un endroit gratuit pour travailler. L'idée, c'était de faire vivre le lieu aussi, de proposer, du coup, en croisant ses connaissances, de montrer un peu ce qu'on faisait en matière de jeux vidéo à des gens qui ne connaissent pas du tout cet endroit-là. Eux, peut-être, nous montrent ce que eux font, et ça peut nous inspirer pour soit nos projets à nous, soit pour les projets directement de chez Dupont. Donc ce dossier-là, on l'a appelé la mine pour Médias Interactifs Numériques. On a proposé ça à la mairie qui a été d'accord, donc ils nous ont filé des sous. L'autre aspect du projet dont je n'ai pas parlé, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on allait développer dans le cadre de cette mine aurait été à disposition à la fois des artistes, donc les outils qu'on crée, on leur donne, ils partent en tournée avec, à la fois des autres développeurs, donc on met tout en open source, et dès lors qu'on a besoin de travailler sur d'autres trucs, c'est des outils qui sont déjà travaillés, déjà à disposition. Et donc, le 20 juin 2022, on a fait une jam ensemble, c'est-à-dire des artistes de chez Dupont et des développeurs du Toulouse Game Dev, pour essayer de réfléchir à des projets qu'on pourrait faire. On a présenté notre façon de bosser, eux nous ont présenté leurs projets, et on a réfléchi, on a fait des petits groupes. À la fin de la soirée, on avait quelques propositions, et on en a sélectionné 2 pour démarrer, pour éviter d'avoir à faire des jams trop souvent. La première session, c'est ce groupe-là, que vous voyez en haut à droite, qui s'appelle Blondiver. Le second projet, c'est mes collègues qui vous en parleront. Moi, j'ai commencé par ce projet-là parce qu'à la base, j'étais tout seul dessus et que pour plein de raisons techniques, ça me semblait être le plus simple pour mettre en place un petit peu ces habitudes-là. Donc eux, ce qu'ils voulaient, c'était un univers un peu synthwave, années 80, le genre de truc que vous avez là. Ça, c'est littéralement un screenshot du projet que j'ai fait pour eux. Une interactivité qui était entre la musique et le visuel, parce qu'évidemment, on peut imaginer une interactivité entre les musiciens et le public, ou entre les publics directement qui pourraient intervenir sur la musique ou des choses comme ça. Là, on s'est contenté, entre guillemets, d'avoir, comme eux, c'est de la musique électronique, leur ordinateur qui utilise un logiciel qui s'appelle Ableton, que les sound designers ou les compositeurs connaissent sans doute. Et ce logiciel-là est capable d'envoyer des messages sur le réseau, en OSC, que Unity est capable de recevoir. Donc en gros, eux, ils génèrent de la musique, et moi, je crée une simulation, un genre de jeu vidéo, mais dont le joueur, c'est Ableton. Ableton envoie des messages sur le réseau. Et donc, par exemple, moi, je suis capable de récupérer certaines variables, le tempo de la musique, quand est-ce que tel instrument se lance, et de créer des événements dans le jeu. Ça veut dire que c'est pas scripté, c'est-à-dire que s'ils changent leur musique, s'ils décident d'improviser ou des choses comme ça, ils peuvent eux-mêmes décider de contrôler, via leur musique, tout un tas d'aspects de cette simulation. Donc le visuel répond comme ça en temps réel, avec des changements de couleurs, différents objets qui arrivent. Le tempo, c'est le battement des carreaux là, que vous voyez là, donc il est directement proportionnel au tempo de la musique. Si elle accélère, on va plus vite, etc. Voilà, différentes ambiances et autres. Ableton, ça ressemble à ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a donc évidemment sur des pistes aussi complexes, il y a énormément de variables qu'on peut récupérer pour faire des simulations. Donc ça, c'était assez rigolo. La partie réseau s'est passée sans trop de problèmes. Et donc du coup, sur 2 ordis différents, on avait leur ordi de concert, parce qu'évidemment, je ne vais pas faire tourner Unity sur leur ordi, des fois que ça crache, il ne vaut mieux pas. Sinon, le concert s'arrête. Un ordi qui fait tourner la simulation Unity. Et donc tout un tas de questions-réponses en fait, qui se passaient. Du coup, comment ça s'est passé? Au départ, c'était pas top.
tout simplement parce que au départ je me suis retrouvé tout seul, j'avais du mal à motiver d'autres développeurs du TGD à venir, donc il a fallu que je m'occupe de la partie code, surtout le code réseau c'était pas trop mon truc, la partie visuelle je me suis un peu aidé sur l'asset store, la partie design, discuter avec les artistes, etc. Mais surtout ça remplissait pas la mission initiale, hein, qui était de se retrouver avec donc, ces places de coworking, on en a 4 de dispo, qui sont gratuites et à dispo pour tout le monde. Là apparemment personne n'en voulait, alors je me suis demandé si c'était parce que l'endroit était un peu loin, un peu inaccessible, etc. Je me suis posé pas mal de questions. Mais il se trouve que les projets étaient cool parce que, comme pour la Scientific Game Jam, c'était des sujets originaux, des choses que je n'avais pas encore taclées, des questions de design qui étaient, à mon avis, intéressantes. Donc moi, je m'amusais comme un petit fou, mais par rapport au projet original, ça ne remplissait pas vraiment les conditions. Autre point positif, après alors d'autres points négatifs, c'est que c'était une vraie collaboration, c'est-à-dire qu'on a bien fait passer le message, je pense, en tout cas, où les artistes eux-mêmes ont été très réceptifs, ça va être le cas avec Suzanne Bellobre aussi, c'est-à-dire qu'on est là pour construire un projet ensemble. On n'est pas des exécutants. Les mecs ne sont pas venus avec une liste de demandes en disant faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. On a créé des choses ensemble, j'ai suggéré des trucs, ça a été accepté ou refusé. Eux ont suggéré des trucs, on a travaillé ensemble sur ces points-là. Ça, c'était vraiment agréable. Donc voilà, je me suis retrouvé, comme j'ai presque seul dans le cowork, c'est-à-dire seul sur les projets à bosser sur le truc, mais dans la salle aussi, il y a eu une ou deux personnes qui m'ont rejoint à des moments pendant l'été pour essayer, mais c'est tout. Et encore seulement jusqu'à la rentrée, j'ai bossé l'été là-dessus, et après, j'avais mes cours à donner, etc. Donc, la salle de cowork payée par la mairie et, entre guillemets, dépensée par le citron, elle était vide, et du coup, ça la foutait un peu mal. Autre problème, chez Dupont, c'est un lieu de coworking, vous vous doutez bien que, et j'aurais dû me poser la question avant, quand on est musicien et qu'on a besoin d'une salle pour répéter, on ne va pas là-dedans, quoi. Donc, les gens qui sont là-bas, c'est les agents, c'est les gens qui s'occupent des tournées, de l'organisation, etc., mais pas vraiment les artistes. Et donc, ce croisement d'influences artistiques, c'est pas vraiment passé comme prévu parce que les chanteurs, les danseurs, les créateurs, ils sont pas là tout le temps. Donc, ça a été un problème pour justement faire vivre le lieu. Autre chose aussi, comme je vous ai dit, l'idée c'était qu'il y ait un jour par semaine qui soit dédié à ça pour que le reste du temps, on puisse utiliser cette salle pour nos projets personnels. Et on se rend compte que ça fait que le truc avance assez lentement. Ça fait aussi qu'on travaille un petit peu en asynchrone et c'était pas forcément idéal. Autre truc, pour plein de raisons, y compris des raisons juste personnelles, de pépins de santé ou de choses comme ça, que ce soit chez moi ou chez les artistes, et en fait, la session, on avait prévu 3 mois, c'était très optimiste, mais a duré très très longtemps, et au final, le projet est terminé là aujourd'hui, mais la sortie de Labo, c'est-à-dire le concert qu'on donne pour montrer comment ça marche, celle-là n'a pas été faite, et au final, la sortie de Labo de la deuxième session dont mes collègues vont vous parler, s'est déroulée avant. Autre chose aussi, des dilemmes que j'avais, c'était, moi dans mon idée, on recevait une salle avec le wifi, le chauffage, le machin, pour pouvoir bosser. Pour moi, c'était un échange de services entre ça et le développement qu'on fait, mais on peut tout à fait recadrer ce que je vous ai décrit comme étant du travail gratuit, parce que techniquement, oui, je vous demande un jour de travail par semaine, et je ne vous paye pas. J'avais l'impression que le troc en valait la peine. Moi, après, j'ai eu des retours peu, mais j'en ai eu quand même, et donc ça m'a fait réfléchir, qui allait dans l'autre sens en disant, non, en fait, si je ne suis pas payé pour bosser, je ne bosse pas, et je comprends tout à fait ce type de retour-là. C'est pour ça qu'au départ, j'étais assez réticent, par exemple, à l'idée de faire venir des étudiants sur ces projets, parce que c'est une population qui peut être assez fragile, assez vulnérable à ce type de proposition un peu malsaine, dont j'estimais que la mine n'en faisait pas partie, qui était de vas-y, bosse sur mon jeu et tu verras, quand ce sera un grand succès, je te paierai, et c'est évidemment surtout pas ce qu'on a envie de faire au TGD. Et puis, alors que j'étais complètement désespéré et que je me demandais comment ça allait continuer, et coup sur coup, j'ai eu plein de gens motivés, extrêmement compétents, qui sont venus participer, et plus que participer, vraiment mener de front la deuxième partie, la deuxième session du travail de la mine. Je te laisse faire le tour. Et que donc moi je vais présenter donc la deuxième session qui a commencé, je crois que c'était au printemps, en avril, plus ou moins en avril. Donc c'était avec Suzanne Bellobre. En fait, il se trouve que moi j'avais rejoint le Discord du TGD au cours de l'hiver. Et j'avais entendu parler du projet de la mine et je me disais oui, ça a l'air intéressant ce pont entre industrie culturelle et puis le développement de dispositifs interactifs.
du coup, j'ai contacté Julien et puis je suis passé chez Dupont, il m'a expliqué le truc. Et assez vite, il y a Kylian qui a rejoint aussi l'aventure et puis relativement vite aussi Benjamin. Je crois qu'en gros, en à peu près un mois, on est passé de tout seul sur le projet Blond d'hiver, on était à 4. Donc du coup, ça relançait un peu la dynamique. Donc du coup, ce deuxième projet, c'est pour Suzanne Belobre, l'artiste s'appelle Suzanne Belobre, qui aime bien voilà, bidouiller, faire des choses. Son premier album s'appelait DIY, donc pour le côté vraiment bricolage. Elle fait pas mal de choses différentes. Bon, bien sûr, elle chante, hein, c'est quand même le truc principal. Mais voilà, elle est aussi pas mal au clavier. Et voilà, là j'ai juste mis rapidement ces inspirations pour vous situer un peu dans quel périmètre elle évolue. Voilà, là une phrase que j'ai trouvée sur un site qui parlait de son travail et qui rappelle que voilà, elle est sur son set, sa manière de fonctionner. C'est surtout le chant, elle est au clavier, elle fait de la programmation sur ordinateur de son, voilà, et elle est accompagnée d'un batteur qui s'appelle Mian. Donc voilà, c'est pour que vous voyez un peu à quoi ressemble son univers. Et nous, on a travaillé on a commencé à travailler alors qu'elle était en train de sortir un mini-album qui s'appelle Miroir et qui est la matière première de ce qu'on a fait. Côté TGD, donc voilà l'équipe, hein, donc Julien, moi, Kylian et un quatrième larron, donc Benjamin qui n'est pas là ce soir. Donc du coup, on va peut-être commencer par se présenter. Donc, bonsoir, je m'appelle Kylian Collin. Donc, moi, je suis développeur depuis maintenant, ça fait 5 ans que j'exerce, que je travaille à plein temps en tant que développeur. Et moi, j'étais beaucoup plus sur des projets industriels. Donc là, c'est quelques images sur des projets que j'ai pu faire. Donc, à travailler avec le CNES sur des outils de conception de satellites ou des choses comme ça. À gauche, vous voyez un des logiciels qui était fait sous Unity, donc j'utilisais exactement les mêmes outils qu'on utilise pour faire du jeu vidéo. Mais on va dire, j'étais pas spécialisé dans du Unity et que je suis un peu un touche-à-tout. Donc là, sur les 3 projets que vous voyez, il y a de multiples langages, il y a du C++, du C#, du JavaScript, du Rust, il y a du web, il y a du desktop, enfin voilà. C'est hyper varié quoi. On va dire juste que ce qui est commun des projets auxquels je touche, c'est qu'on a soit de la 3D, soit des shaders, soit il faut utiliser le GPU quoi. Donc c'est on va dire voilà, c'est dès qu'il y a une carte graphique je suis là quoi. Mais et du coup ça fait 1 an maintenant que je suis freelance et du coup comme j'étais freelance et que je savais que j'avais des trous d'activité et que j'avais pas forcément d'idées de projets perso à lancer, j'ai vu cette initiative et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pendant que j'ai une période creuse de participer à ces projets parce que ce sera très différent de ce que je fais quand je gagne ma vie, ce sera artistique et donc ça va toucher un autre aspect tout en utilisant les mêmes outils. Voilà. Ok, moi je m'appelle Nicolas de Coster, je suis un informaticien indépendant depuis 3 ans maintenant. Mais avant, j'étais salarié donc dans le spatial, donc j'avais un rôle entre ingénieur scientifique pour faire vite. Donc, je faisais du traitement d'images, je faisais du calcul dans le cloud, des interfaces graphiques. Enfin, je suis pas un spécialiste, je suis un peu touche à tout. Je m'intéresse à pas mal de sujets différents. Et donc voilà, j'étais salarié pendant 20 ans et il y a 3 ans, je me suis mis indépendant et j'essaye de m'orienter maintenant plutôt plutôt en termes de techno, plutôt dev web, technologie web. Et voilà, j'essaye de développer des activités autour de la pédagogie, du culturel, du créatif, du ludique. Donc du coup voilà, là c'est le type de sujet qui m'intéresse et donc forcément la mine ça m'a parlé. Juste pour donner des exemples de choses que je fais en ce moment, je travaille sur une application mobile qui s'appelle Beanbook qui permet d'animer des coloriages. C'est des cahiers de coloriage qui sont vendus et les gamins ils font leur coloriage, ils prennent en photo et puis il y a une petite animation qui se met en route avec leur coloriage. C'est une application mobile qui est développée avec Unity. À côté de ça, moi, pour le volet pédagogique, je fais partie de la compagnie du code.
qui est une structure à Toulouse qui anime des ateliers pour les enfants autour de tout ce qui est informatique créative. Voilà, donc en particulier c'est de la programmation avec Scratch, je ne sais pas si vous connaissez, ou avec Arduino. Voilà, il y a un côté pédagogique, parce qu'en particulier là-dedans, je participe à des ateliers autour de la vulgarisation de l'intelligence artificielle, donc pour expliquer un peu les concepts qui sont derrière. Et en parallèle, j'ai un projet perso, entre guillemets, qui s'appelle Adacraft, et qui reprend Scratch, mais pour ajouter des nouveaux blocs, en fait. Donc pour aller un peu plus loin, en particulier, le premier truc que j'ai fait, c'est de rajouter des blocs pour utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance d'image, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Voilà, c'est pour vous donner un petit panel des choses que je fais. Du coup, est-ce que tu te présentes ou... Ouais, t'as pas de micro. Bon, j'imagine que de toute façon, tu es suffisamment connu déjà ici. Et après, donc, le quatrième participant de ce projet de la mine, c'est Benjamin Land. Alors, je vais en dire un mot, j'espère que je ne vais pas trop déformer son profil. Alors, lui, il est plutôt ingénieur aéronautique. Voilà, il bossait, je crois, que sur des tests matériels sur des avions. Et il y a peut-être un an ou quelque chose comme ça, il s'est dit bon, moi j'aimerais changer de domaine et m'orienter vers les jeux vidéo. Donc il a commencé à s'auto-former sur Unity. Et il a rejoint ce projet-là. Voilà, il était en train de faire des projets perso, des petits jeux perso, et il s'est dit que c'était une occasion aussi de mettre en pratique ça dans un nouveau contexte. Et là actuellement, il travaille chez Blanket Games, bon, en parallèle d'autres activités, quoi. Donc voilà pour l'équipe. Donc vous voyez que c'est une équipe pas mal tech. Voilà, donc avec on va dire trois développeurs et puis un game designer, quoi. Donc ça, dans la mine, ça fait partie des projets de la mine. Bon, là il n'y en a eu que deux, mais dans l'esprit, c'est que bah, en fait, les gens viennent avec leur profil, leurs compétences, et on travaille quelque chose sur cette base-là, quoi. Donc là, par exemple, ça aurait été bien peut-être d'avoir un graphiste en plus sur le projet. Voilà, c'était pas le cas, bah, on trouve d'autres moyens de quand même avancer, quoi. Donc pour revenir au projet lui-même, bon, bah, au démarrage, c'était surtout découvrir l'univers de Suzanne. Et pour ça, elle avait préparé un mood board. Elle avait aussi expliqué deux, trois choses voilà, qui lui parlaient dans son projet. Et donc voilà quelques visuels qu'elle nous a transmis en disant voilà le genre de choses qui pourraient résonner avec ma musique et avec mon projet, donc du pixel art, des choses qui se rapprochent plus de la démoscène ou du creative coding, ce genre de choses. Ici, voilà, c'est pour le côté plus romantique ou un truc autour de Fantasia, ce genre d'ambiance. Et là, c'est une artiste qu'elle aime particulièrement qui s'appelle Lola Dupré et qui fait des collages. Et d'ailleurs, la pochette que je vous ai montrée de son album a été faite par cette artiste-là. Donc voilà, donc on avait cette base-là, et en plus de ça, elle nous a dit qu'il y avait un truc qui était hyper important pour elle, c'est le concept de synesthésie. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est en gros, c'est la capacité qu'ont certaines personnes d'associer une couleur, par exemple, à un concept, à une idée. Alors là, si vous allez voir sur Wikipédia, c'est par exemple, il parle de personnes qui associent des couleurs à des nombres ou à des lettres. Donc, dans le contexte de Suzanne, elle, c'est voilà, des couleurs associées à sa musique et à certains de ses morceaux. Donc, du coup, ça a été une base de travail avec elle, quoi. Donc, enfin, c'était surtout une entrée pour nous pour travailler, quoi. Enfin, voilà. Donc, sur cette base-là, donc ça, c'était en effet en avril-mai, quelque chose comme ça. Ben, on a fait une première rencontre, et puis voilà, l'idée c'était de chacun partir, d'expérimenter des choses chacun dans son coin. Parce que pareil, nous on se découvrait, on ne se connaissait pas avant, chacun avait son parcours technique, et il y avait voilà, le but de la mine c'est aussi d'expérimenter, de tester des nouvelles choses, etc. Donc moi par exemple j'ai fait un peu d'Unity là pour l'application mobile, mais c'est clairement pas mon cœur de métier, et faire de l'Unity dans ce contexte-là, pour moi c'était nouveau, quoi. Donc pour moi il y avait un côté aussi découverte, et voir ce que je pouvais faire par rapport à ça. Donc on avait commencé à faire des choses chacun de notre côté.
Et bah voilà, peut-être que tu peux en parler de ça. Donc moi c'était au tout début, donc elle nous avait montré des pièces artistiques de Lola Dupré qu'elle aimait beaucoup, où en fait c'était des visages déformés avec des collages, en fait une même photo agrandie ou rapetissie, et en fait elle découpait, elle reformait le visage en déformant. Donc moi je m'étais dit, je vais utiliser ma connaissance en shader pour essayer de faire un shader qui reproduit un peu ces collages, donc c'est la première idée que vous voyez là. En fait, là l'idée c'était, j'avais fait plusieurs expérimentations que je mettais sur le web, comme ça je pouvais lui partager le lien et j'avais des retours facilement de ce qu'elle pouvait penser du travail. Et c'était beaucoup plus facile d'échanger parce qu'elle avait juste à aller sur son PC, on n'avait pas à se retrouver physiquement pour ouvrir un projet Unity, des choses comme ça. Ce que vous voyez en haut, c'est quelque chose qui a été réutilisé par la suite dans le projet final. C'est qu'une de ces musiques, il y avait un son caractéristique que je trouvais qui évoquait la pluie. Donc j'avais fait des tests pour faire des sortes d'ondes selon des ondes quoi, voilà, qui se propagent. Bon, là c'est fixe, on ne le voit pas, mais voilà. Et la dernière idée, c'était pareil, c'est dans l'idée de collage, j'avais essayé un autre algo, voilà. Donc, là c'était vraiment, donc c'est 3 directions différentes on va dire, et c'était vraiment, on allait un peu partout, on testait, et on essayait d'avoir son retour, et voilà. Il y a le lien dispo du coup, c'est toujours up, si vous voulez jouer avec. Moi de mon côté, en fait, avec Adacraft, le projet dont je vous parlais tout à l'heure, un truc que moi je veux creuser, c'est tout ce qui est art génératif. Voilà. Donc je me mets aussi un petit peu à l'art génératif. Et j'avais fait quelque chose comme ça avec Adacraft. Et donc je voulais repartir un peu de cette idée-là et de voir comment je pouvais la transposer ici. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer d'utiliser cette base-là pour faire des shaders et pour me mettre au shader. Je ne connaissais pas du tout, ça fait longtemps que j'entends parler des shaders, je me dis c'est une techno qui m'intéresse. Voilà, c'est l'occasion de mettre les mains dans le cambouis et en plus, l'algo qui est derrière se prête bien au shader en fait. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, je vais commencer à faire ça, à tester ça. Et j'ai commencé par aller sur ShaderToy, un site où on peut tester les shaders assez facilement sans rien installer. Et pour moi, c'était la méthode la plus rapide pour commencer à faire des choses. Et voilà, donc du coup, j'ai fait ça avec ShaderToy. Là, la différence, c'est que c'est dynamique. Ici, c'est un truc statique et ici, c'est dynamique. Donc là, c'est pareil, on ne voit pas, mais bon, toutes ces formes-là, elles évoluent avec le temps et de manière très très fluide. Et en fait, moi, j'étais assez surpris d'ailleurs dans ma découverte des shaders. C'est que en fait, le code pour faire ça, c'est juste ça. Et voilà, moi j'étais surpris de la concision qu'il pouvait y avoir avec les shaders pour faire des choses qui me paraissaient relativement évoluées. Donc du coup, j'avais cette base-là. Pour faire comme client, pour pouvoir donner ça et mettre ça entre les mains de Suzanne, j'ai repris ce truc-là. Je voulais aussi rajouter d'autres paramètres et j'en ai fait une version web avec P5JS, voilà, pareil, avec des paramètres à régler. Et j'ai rajouté d'autres choses dessus. Et ça a servi de base voilà, des choses que je proposais et qui a du coup vraiment servi après dans le projet. Pour finir, ce truc-là, il a en plus été recodé donc une 4e fois en fait, dans Unity avec les shader graph. Voilà. Donc là, ça illustre une des choses qui est intéressante avec la mine, c'est que la mine permet d'explorer comme ça des chemins techniques que l'on a envie d'explorer, mais avec une finalité derrière qui est le projet avec l'artiste. Alors, Julien et Benjamin avaient aussi proposé des choses, mais là, j'avais pas de capture d'écran à montrer. Benjamin, lui, avait repéré plusieurs shaders aussi avec des effets assez sympas. Et il avait aussi commencé à faire des propositions avec les systèmes de particules dans Unity avec les VFX Graph et pour commencer à montrer ce genre de visuel à Suzanne et ça lui avait bien plu et ça avait été retenu après. Il avait présenté deux trois autres trucs et toi Julien tu avais présenté Graph aussi surtout. Hein VFX Graph aussi surtout. VFX Graph et tu avais fait aussi ton algo où sur un visage, ça pixelisait les visages, enfin ça mettait plein de carrés mais de tailles différentes sur une image en fait de manière dynamique et qui en gros c'était une forme de pixelisation d'une image, ça faisait partie des thèmes qu'elle voulait éventuellement creuser, donc tu avais proposé ça et puis je sais pas, il y avait encore deux trois autres trucs quoi. Et donc voilà, on avait tous notre matière, on a fait une
une première présentation, alors avec d'abord à distance et puis après en présentiel et puis après voilà, et pour avoir son ressenti. Et c'était vraiment un moment très sympa qui a très bien fonctionné parce qu'en plus Suzanne elle avait vraiment soif de ces choses-là et elle réagissait vraiment bien à ce qui était proposé. Presque elle était emballée sur tout ce qu'on proposait. Et après, ça s'est un peu resserré, mais c'était pour dire que là, la collaboration avec l'artiste s'est très bien passée parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'échanges et elle était motivée sans avoir non plus d'exigences intenables, quoi. Donc voilà, donc ça c'était la phase de démarrage. Et en juin, il se trouve que Suzanne avait, avec son équipe, ils avaient prévu une résidence dans le Lot, donc dans un bled qui s'appelle La Tronquière et qui était organisé par l'Orange Fluo. Donc il y avait une semaine dans l'espace culturel à La Tronquière pour bosser leur set, donc c'est-à-dire avec une scène, une sono, etc. Et du coup, ils nous ont proposé de venir dans cette résidence pour avancer sur le projet ensemble, quoi. Donc du coup, on y allait, on a passé 2 jours et demi, je crois, là-bas, et c'était aussi super intéressant. Parce que du coup c'était l'occasion de se plonger dans son univers. En fait on bossait dans une salle avec nos PC pendant que eux ils faisaient leurs répètes et puis il y avait des allers-retours tout le temps, on entendait la musique, on allait écouter comment ça se passait parce que jusque là on avait accès à son album qui allait sortir, il nous avait filé des morceaux donc on s'était plongé dans son univers comme ça. Mais le voir en live, c'est quand même pas pareil. Enfin, nous, ce qu'on fait, c'est pour au final être fait en live. Et du coup, se mettre vraiment dans l'ambiance du concert, c'est vraiment un plus. Et cette résidence nous a permis de faire ça, quoi. Et avec du coup aussi beaucoup d'allers-retours avec elle, avec l'équipe, pour discuter de ce qu'on faisait et mieux comprendre son univers et essayer de dégager une sorte de fil rouge de ce qu'on pouvait faire, quoi. Donc partir de toute la matière qu'on vous a montrée et puis essayer de voir ce qu'on pouvait en faire, quoi. Voilà, la salle, là c'est quand on est arrivé, quoi. Mais bon voilà, c'est une salle de concert et voilà, donc pendant plusieurs jours ils répétaient là et on faisait nos échanges, nous on avait une salle à côté. Et donc de ça est sorti un fil rouge, donc là c'est juste à un moment donné, on se posait la question des différents morceaux, différentes ambiances. Là, on retrouve les couleurs qu'elle associe à chaque morceau, donc on retrouve le concept de synesthésie, quoi, qui est venu assez vite. Donc voilà, il y a bon, donc là c'est juste un papier qui a été fait à un moment donné et que je vous présente là. Mais après, on s'est fait un petit espace où on a mis un peu plus d'informations suite aux échanges qu'on a eu avec elle, ou sur tous les morceaux. Là, pour chacun des morceaux, on a pas mal discuté pour qu'elle mette en avant voilà, quelques couleurs. Alors il y avait une notion un peu de couleur, de température aussi, et puis de niveau, voilà, pour essayer de mettre des mots, des sortes de concepts derrière tout ce voilà, l'ambiance qu'on allait pouvoir faire. Et on décrivait la scénographie du morceau, donc c'est surtout Benjamin qui a pas mal fait ça, aller voir vraiment sur scène ce qu'elle faisait pour essayer de noter ce qui se passait et sur quoi on pouvait éventuellement se rapprocher. Et voilà, donc différentes choses comme ça. Et c'est vraiment le fait d'avoir fait la résidence avec elle qui a permis de faire ce travail-là, de vraiment s'imprégner de tout ça, quoi. Donc suite à ça, on a continué à travailler et là on arrivait à l'été et c'est là où c'était un peu plus compliqué de se retrouver, même entre nous. Alors ça s'est fait un petit peu quand même, hein, mais c'était voilà, c'était un peu plus séparé. Et pareil avec Suzanne, entre elle, ses concerts, ses déplacements, les congés, etc. Du coup, il y avait un peu moins d'interaction, mais on continue à avancer avec la base de ce qu'on avait vu lors de la résidence. Et enfin, la sortie de Labo était prévue pour le 6 septembre, enfin début septembre. Et donc voilà, juste à la fin des vacances et à la rentrée, c'est là où tout le monde était à nouveau, où on pouvait à nouveau se retrouver. Et il y a eu vraiment un rush juste avant la restitution au concert. Où en fait, une semaine avant le concert, on a pas mal bossé dessus. C'était voilà, pendant quelques jours, c'était du non-stop. Alors après, suivant les dispos des uns et des autres, parce que je crois que toi, t'étais pas encore complètement revenu de vacances et toi, t'es parti. Donc, on a fait un peu de coworking à un moment donné, dans un lieu. À un moment donné, c'était chez Benjamin. Et puis après, surtout, le concert s'est passé au Métronome.
Et on avait 2 jours au Métronome, donc la veille du concert et le jour du concert, où on pouvait bosser sur place, quoi. Donc voilà, tout ça c'était vraiment et tout ça vraiment dans le rush, a vraiment calé plein de choses sur la fin. Et puis surtout, on a fait le premier filage 1 heure avant le concert, quoi. Et donc là, ouais, on était quand même bien comme ça. Et bon, au final, pas de bug majeur, il y avait des petits problèmes, mais vraiment, c'était à la marge. Donc du coup, bon, on était rassurés. Mais bon, l'épreuve, c'était vraiment le concert. Et là aussi, il n'y a pas de problème, ça s'est bien passé, quoi. Mais c'était vraiment le rush, quoi, les jours d'avant, quoi. Et voici quelques photos du concert, et comme ça vous voyez un peu aussi le set, hein. Donc voilà, il y a la batterie avec Milan, donc Suzanne au clavier et au chant, et des fois elle est devant là. Et puis là derrière, il y a son ordi. Donc elle aussi, elle utilise Ableton Live. Et voilà, donc son clavier est connecté à Ableton Live, et qui pilote pas mal de choses, et le batteur aussi pilote certaines choses, il a des pads pour déclencher des choses. Donc voilà, d'autres photos du concert avec, du coup, vous voyez ce qu'on a fait, quoi. Donc vous revoyez les particules. Donc voilà, ça c'est les trucs que j'avais fait avec les shaders que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, avec la des sphères qui tournaient. Voilà, là c'est des particules aussi, je crois. Ouais, c'est VFX Graph là. Ouais. Toujours. Et globalement, à part un morceau, ils étaient tous basés sur VFX Graph à la fin, en reprenant les idées qui avaient eu lieu, qu'on avait poussées tout au long des protos, mais non, c'est basé sur Unity, quoi, pour le projet, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas dit. Ouais, donc là voilà, c'était pour vous présenter un peu la chronologie du projet, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est agencé aussi entre nous. Et je crois que là ça va passer. Ouais, donc là moi je vais vous parler rapidement. Tiens, je te donne ça. C'est quel dans ce sens-là. Oui. Donc moi je vais vous parler rapidement de comment on s'est organisé et un peu plus l'aspect technique et des quelques points que j'ai découverts sur Unity et que peut-être vous aideront sur vos projets pour pas qu'on. Peut-être ça vous aidera. En fait les grosses contraintes qu'on avait, c'est qu'on avait peu de temps chacun à allouer au projet. Parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais Nicolas et moi, on était intéressés par le projet, mais on n'était pas forcément intéressés par la contrepartie du coworking à l'arrivée du projet. Donc en fait, on n'était pas forcément les candidats idéaux pour que Julien souhaitait, mais... Ouais, c'est vrai que là, pour moi, en tout cas, c'est ça, c'est la motivation, c'était de faire un travail d'informaticien, de dev, etc., dans un contexte culturel, avec du live, c'était vraiment enthousiasmant. Bosser à l'espace de coworking, si c'était sympa, j'aimais bien y aller, etc., mais c'était... je pouvais bosser chez moi, c'était vraiment pareil, quoi. Et du coup, on avait aussi l'impossibilité de faire un prévisionnel de dispo de chacun, notamment Nicolas et moi qui sommes freelance. Il y a des mois entiers où on pouvait disparaître parce qu'on avait des gros contrats et du coup il fallait ça passer en priorité. Et des semaines entières où on pouvait bosser sur le projet parce que ces semaines-là on était dispo. Donc on devait, dans notre façon de travailler, prendre ça en compte et ne pas avoir besoin des autres pour pouvoir avancer sur nos parties. Une des contraintes, c'est que c'est un projet interactif live, mais nous, quand on bosse sur le projet, il faut bien réussir à itérer sans avoir les musiciens qui sont à côté et quand on leur dit « Ah non, je veux retester un truc, rejoue-moi la note », ah non, ça marche pas. Donc il fallait qu'on soit autonome aussi de notre côté, qu'on puisse travailler sur les morceaux de Suzanne sans que Suzanne soit là. Et enfin, une des contraintes qui peut paraître la plus grosse dans ce genre de projet, c'est quand même qu'on était une équipe très technique, alors que l'idée de base, c'est de faire des visuels qui accompagnent un concert. Donc on va dire que si quelqu'un avait dû faire sa Dream Team pour ce projet, il aurait clairement pas pris 3 développeurs, un game designer, mais c'est ce qu'on avait. Donc les solutions qu'on a apportées à toutes ces contraintes, en fait, peu de temps, donc ça veut dire qu'il faut avancer vite et pas perdre de temps pour faire le projet. Donc ça c'était la chose qu'il fallait qu'on développe. Pouvoir avancer sans dépendre des autres et que du coup si moi je disparais pendant un mois ça bloque pas tout le projet, ou si Nicolas ou Julien disparaît pendant un mois ça bloque pas tout le projet. Du coup pour ce faire on s'est dit qu'on allait plutôt se répartir chacun une musique plutôt que d'avoir
un système où on travaille tous ensemble sur les musiques. Un projet Interactive Live, du coup, c'est être capable de simuler le live de notre côté pour tester notre projet. Ça rejoint aussi le côté itérer rapidement, mais j'en parlerai plus tard. Et enfin, un profil très technique, du coup, on allait devoir, comme on en a parlé un peu précédemment, utiliser des outils de techniciens, entre guillemets. Donc le moteur Unity avec tous les outils qu'il donne, plus nos connaissances en shader, les post-process déjà mis à disposition par Unity ou même pouvoir en développer nous-mêmes, et le VFX Graph ou le système de particules. Donc ça, c'est les armes qu'on a choisies pour notre projet. Pour ceux qui ont déjà travaillé sur Unity, vous savez que quand on travaille à plusieurs sur une même scène et que ça crée des conflits avec Git, c'est l'enfer. Et nous, on voulait pas perdre de temps, donc on s'est dit qu'il nous fallait un moyen d'éviter tout conflit sur les scènes. Et vraiment, le plus possible, on ne se marche pas sur les pieds, parce que si quelqu'un n'est pas là pendant un mois et que il a tout cassé, mais comment on fait? Favoriser, pouvoir travailler chacun sur les musiques individuellement, ça j'ai déjà dit. Donc la solution que je vais présenter après, c'est qu'on a fait une scène générale qui va un peu être chef d'orchestre, et elle va charger à chaque fois les scènes qui représentent les chansons. Là, je vous ai fait un petit schéma. Donc vous avez la scène spectacle, comme on l'a appelé, qui prend en entrée les scènes chansons. Et en fait, une fois qu'elle a fini de jouer la chanson, elle va passer sur une autre chanson. Et c'est la scène spectacle qui va être responsable de faire les transitions entre les chansons. Par contre, elle n'a pas du tout à s'occuper de ce qui se passe pendant que la chanson est jouée. Ce qui nous permettait, par exemple, si moi je travaillais sur la scène chanson 1, Nicolas il touchait jamais à la scène chanson 1, donc on n'avait pas ces problèmes d'itération. Le seul problème qu'on a eu, mais qui en fait on n'a pas eu un problème parce que c'est tombé assez bien dans les calendriers, c'était de développer ce système-là. En plus on est parti d'un code de Julien, je crois, il me semble, donc on n'est pas parti de zéro. Donc c'est de développer ce système-là pour que toute l'organisation soit facile. Ouais, ça s'est fait assez vite en plus, oui. À la sortie de la résidence, où on a pris cette décision et où ça a été fait. En fait. Exactement. C'était vraiment un moment où en plus on était vraiment tous là. On pouvait se le permettre. Donc là, très rapidement, pour ceux qui connaissent Unity, que vous voyez à peu près, c'est qu'en fait on avait un script qui s'appelait le Show Manager, où dedans on pouvait mettre des musiques comme on voulait, quoi. Et en fait on donnait des noms, on mettait les noms des scènes avec des paramètres qui allaient être utilisés pour charger les scènes. Et après derrière on avait toutes les scènes différentes. Donc voilà. Et donc une petite spécificité qui s'est fait au fur et à mesure, c'est que pour certaines scènes on avait des besoins plus conséquents en fait elles étaient plus différentes que celles de base, on va dire. Du coup on a fait en sorte qu'il y avait des scènes entre guillemets défauts où le show manager avait plus la main dessus, et il y en avait d'autres qui ignoraient les tailor-made, les bien nommés tailor-made, qui ignoraient des inputs que lui a envoyé le show manager, parce qu'il dit non, là je sais que moi je dois faire quelque chose de différent, fais-moi confiance, c'est moi qui gère. Et du coup ça nous permettait en faisant ça qu'on soit quand même tous indépendants dans notre manière de travailler. Et le truc qui était intéressant avec ça, c'était qu'il y avait cette scène défaut qui pouvait servir, parce qu'il y avait sur certaines chansons, il y avait eu plus de travail, et certaines chansons avaient été plus travaillées que d'autres, mais ça permettait d'avoir quand même quelque chose, peut-être un peu moins travaillé sur les chansons où on avait passé moins de temps, quoi. Et ça permettait d'avoir un set où il n'y avait pas d'interruption d'animation. À gauche, vous voyez, Alice Alice, c'est un morceau qui était de type défaut, où il y avait il n'y a que 2 items dedans et ça va assez vite. Alors que Siffle, qui est un autre morceau où on avait fait des choses assez différentes, là c'est un peu le foutoir parce que il fait sa vie tout seul, quoi. Moi je vais vous parler de VFX Graph, donc je pense que beaucoup de gens savent à peu près ce que c'est, mais je vais quand même faire un récap. C'est un outil fourni par Unity, qui est un outil no-code, donc qui vous permet de développer des effets spéciaux sans avoir à savoir coder. Donc ça se représente comme ça, c'est un outil de node que vous reliez pour les paramètres. C'est exécuté sur GPU, donc c'est très performant. Et ça a un système d'event qui vous permet avec du code de manipuler ces effets spéciaux. Ça c'est du coup le VFX qu'on a fait pour la scène default. Donc c'est le foutoir, ça je vous l'expliquerai pas parce que c'est des maths et
même moi je suis pas sûr en relisant de tête vous savoir dire ce que ça fait. Par contre, ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on peut dire, donc ce que vous voyez à gauche, c'est des variables qu'on expose au code et que le code peut en temps réel modifier. Donc c'est très simple. Donc là, je vous ai remis à gauche ce que vous avez. Là, c'est une partie du code pour changer donc le rayon de la ligne. Et donc en fait, vous avez juste à prendre donc le visual effect, dire cette flotte là. En premier paramètre, c'est le nom de la variable que vous voulez modifier. En deuxième, c'est la valeur que vous voulez donner. Donc ça se pilote très très bien à partir d'un code, quoi. Ça, du coup, c'est un peu plus compliqué. C'est l'arbre qu'on a vu sur le screen du concert, donc pour le morceau Stifle. Et donc lui, pourquoi je vous l'ai montré, c'est qu'on peut aussi envoyer des événements. Donc en plus de pouvoir changer les paramètres, on peut aussi déclencher des événements qui vont permettre de faire pousser l'arbre, par exemple. Alors que les paramètres, ça va plutôt être changer la couleur de l'arbre ou changer la taille des feuilles de l'arbre. C'est pour vous donner une idée. Je ne sais pas si c'est très clair. Et du coup, pareil, ça se fait très bien. Quand vous avez votre visual effect, il suffit de faire send event et de mettre un string qui est le nom que vous avez mis dans votre graphe, ou en haut, vous mettez stop wind ou unwind. Donc ça, c'était pour la partie VFX Graph. Je vais aller un peu vite, mais c'était pour vous présenter l'essentiel. Donc une autre chose qu'on avait, du coup, c'est pouvoir tester sans live. Et du coup, ce qu'on a fait pour faire ça, c'est on a utilisé les timelines d'Unity, où on a mis des morceaux qu'on avait récupérés pendant la résidence pour les filages. Et en fait, on crée des events, donc là que vous voyez à gauche, donc chant start, percu start, crescendo 1. On les mettait où on voulait sur la musique, quoi, qu'on avait reçue. Et ensuite, on avait le code pour déclencher, pour faire exactement, parce qu'on l'a déjà dit, mais je le reprécise, ça normalement, c'est pas piloté. En gros, tout est piloté par le Ableton sur laquelle a la musique de l'artiste. Donc, si l'artiste veut changer son morceau, elle peut changer aussi les événements et donc piloter tous les effets que vous avez vus jusqu'à maintenant. En fait. Mais comme là, on n'avait pas Ableton, on a fait une solution custom pour faire tout comme si on avait Ableton sans Ableton. Et donc là, vous avez les deux fonctions. En gros, quand c'est Unity qui appelle, il appelle cette fonction. Quand c'est Ableton qui appelle, il appelle cette fonction. En fait, c'est les mêmes. Et du coup, en fait, on a le même résultat qu'on ait l'artiste qui soit là avec Ableton qui joue son morceau ou si on joue avec un morceau déjà enregistré. Et d'ailleurs, justement, dans le rush avant le concert, un des boulots qu'il fallait qu'on fasse, c'était voir avec Suzanne pour que depuis son ordi, sa session d'Ableton Live, elle remette un peu tout ça, qu'elle renvoie tous les événements. Et juste pour illustrer ce côté mouvant des choses, moi j'avais bossé sur mon morceau avec un fichier audio. Et du coup j'avais pensé à des timings, etc. Mais en arrivant justement à la session juste avant le concert, Suzanne m'a dit: ah mais non, mais la version que je fais moi en live, elle est différente en fait que le morceau que tu as vu. Et du coup c'est là où on voit l'intérêt et que voilà que de cette méthode, c'est qu'elle a pu, on a ajusté sur le moment et puis elle en disant oui, je vais faire tel effet à tel moment, etc. Très rapidement, juste, du coup là, c'est par ce lien-là qu'on relie les fonctions et du coup ça se fait par l'interface, vous n'avez pas à coder. Juste une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est le morceau Alice Alice quand on le jouait sur nos PC, donc sans le live. Mais j'ai pas le son là, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, comme en stream, c'est peut-être mieux. Parce que je sais pas si on a les droits. Ouais. Ah oui. Ouais. Bon, mais du coup, c'est calé sur le son, mais là vous n'entendez pas. Et du coup, en bas, quand vous voyez les points blancs, c'est que ça va déclencher un événement spécifique pour piloter l'effet visuel. 30 secondes normalement. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on travaillait de manière indépendante, sans avoir... Et enfin, un post-processing très rapidement que j'ai trouvé assez rigolo qu'on a utilisé, c'est le color curve. Donc en fait, ça c'est tous les post-processing qu'on a pu utiliser sur un morceau.
Mais le Color Curve, il vous permet de... Donc j'ai mis un petit extrait de 30 secondes d'une vidéo qui explique. En fait, ça vous permet en fait, d'avoir un post-process sur une image et de changer les couleurs. En fait, les couleurs de la scène ne changent pas, mais la caméra va changer les couleurs pour vous. Donc par exemple, vous pouvez dire, ben, j'ai envie que le bleu que la caméra elle filme, ben, ça devienne du rouge. Donc souvent, sur Unity, c'est utilisé de manière fixe, c'est-à-dire que vous déclenchez un effet et ça va rester rouge. En fait, tout ça, c'est pilotable par script. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on faisait varier cette courbe pendant la musique pour potentiellement, surtout sur le morceau de l'arbre, ça se voit, où en fait tout est bleu et à un moment donné, il y a un crescendo et ça va aller sur du violet ou sur du vert et ça va changer toute la dynamique de la scène. Rajouter de la saturation, rajouter plus de lumière. Donc je crois que si on avance un peu plus... Ouais, voilà. Là, on voit, il change la couleur de l'herbe. Il a mis que toutes les autres couleurs étaient en noir et blanc. Et du coup, vos assets ils changent pas, mais juste avec un post-process, vous pouvez donner une totale autre couleur à votre scène. Donc voilà, pareil, le code est très simple. Vous avez votre... je ne l'ai pas écrit là, mais en gros, vous faites un point override et vous donnez une texture curve, ça s'appelle, et voilà. Ok, et donc là c'était pour l'aspect visuel, hein, les VFX graph, les post-processing, etc. Donc pour le rendu visuel des choses, on a un peu parlé de l'interactivité. Donc je vais en parler un peu plus donc, sur cette histoire de comment connecter l'ordinateur, enfin voilà, le chef d'orchestre du live qui est l'ordinateur de Suzanne avec ce qu'on fait. Derrière interactivité, bien sûr, il y a pas mal de choses. Là, je vous parle juste de ce côté pilotage, hein. Mais pour l'interactivité, il y a eu aussi un morceau où Suzanne pouvait piloter des effets avec une manette de jeu, quoi. Donc, et par contre, ça, je sais plus comment c'était connecté. C'était directement la manette sur Unity. Xbox. Donc, du coup, là, voilà, c'était directement sur l'ordinateur où il y avait Unity. Donc voilà, donc dans le dispositif, il y avait le Mac de Suzanne avec Ableton, un PC à nous avec Unity. Il fallait faire communiquer les deux, et comme le disait Julien tout à l'heure, on a utilisé la même chose, c'est OSC, qui permet du coup, depuis la session live de Suzanne, sur laquelle il y avait des pistes MIDI qui pilotaient certains instruments par exemple, il y avait aussi des informations qui venaient du clavier de Suzanne. Elle, quand elle jouait, ça pilotait des sons qui étaient sur son ordinateur, donc cette information des notes qu'elle jouait sur son clavier arrivait sur son ordinateur. Et il y avait aussi Milan qui avait des pads électroniques pour déclencher le lancement d'un morceau par exemple, des trucs comme ça. Donc l'idée c'était voilà, c'est vraiment le nœud de toute l'interactivité, l'ordinateur, et donc c'était de communiquer avec lui et qu'il puisse envoyer des informations à Unity, mais qui pouvaient venir de ces différentes choses en fait. Donc voilà. Donc classiquement, on utilise OSC pour faire ça. Donc OSC, pour rappeler ce que c'est un protocole de communication sur connexion Internet. Donc pour ceux qui connaissent, c'est en UDP quoi. Et ça envoie des messages de ce type-là quoi. Ça ressemble un peu comme un pass d'une adresse, d'une URL web. Et puis on peut mettre des valeurs ensuite derrière, enfin des valeurs, ça peut être des chaînes de caractères, etc. Donc voilà, c'est très très simple, ça envoie des messages comme ça sur Internet. Donc c'est un standard qui est utilisé beaucoup ça vient de l'audio, quoi, du monde de l'audio. Et donc l'idée c'est que Ableton envoie ces messages, Unity les reçoit, et il y a eu tout un travail aussi de définir ces fameux messages pour que nous, parce que côté Unity, comme le montrait tout à l'heure client, à un moment donné, ça exécute du code. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, il y avait un moment donné, ça a parlé un peu de OSC. Et côté Unity, on va récupérer ces choses-là. Et il faut savoir ce truc-là, à quel effet on l'applique. Donc il fallait se mettre d'accord là-dessus. Et du coup, moi, ce que je vais vous présenter ici, c'est voilà. Moi, je fais un petit travail justement là-dessus, donc d'abord en reprenant ce qui avait été fait avec pour Blanc d'hiver. Donc dans Ableton Live, voilà un exemple de projet où là moi j'avais mis juste un morceau, le morceau sur lequel j'ai travaillé, et
Et on peut créer des pistes comme ça spéciales, hein, des pistes MIDI, je ne sais pas si vous connaissez, mais où on peut mettre des événements. Ici, vous voyez quelques événements. Ce sont des notes MIDI, mais c'est des notes au sens logique, quoi. Ça ne joue pas une note. Et on peut aussi mettre des courbes. Et l'idée, c'est que Suzanne elle fasse ce genre de travail dans son projet sur Ableton. Et comme ça, c'est elle qui programme ces événements et ces choses-là, et qui vont être ensuite convertis en OSC. Et pour ça, on utilise des plugins dans Ableton Live qui permettent de faire ce genre de choses. Donc là, j'en ai mis 3 qu'on avait utilisés. Donc là, un plugin assez basique où on peut mapper par exemple le tempo. Là, c'était ce qui s'était passé. On avait mappé donc un paramètre d'Ableton Live vers un message OSC. Donc là, c'était pour les trucs directs comme ça. Ici, on pouvait, c'était pour relayer la courbe que je vous ai montrée ici, cette courbe ici, pour pouvoir la relayer à un paramètre. C'est un autre plugin que voilà, ce premier plugin, il est fourni avec Ableton, on va dire. Ça, c'est quelqu'un qui a fait une contribution et voilà, qui permet donc, sur une courbe, d'envoyer le message avec les valeurs de la courbe. Et moi, j'ai développé en repartant du code qui est disponible de ce genre de plugin, j'en ai redéveloppé un pour vraiment l'adapter à nos besoins. Et nos besoins à nous, c'était de pouvoir associer une note MIDI à un message. Donc là, c'est avec la notation anglaise américaine des notes. Hein. C, ça veut dire Do. Avec ça, c'est l'octave. Donc en gros, c'est une note sur le clavier ou dans la fenêtre que je vous ai montré tout à l'heure. Et ben, c'est associé à un message et éventuellement avec une valeur, quoi. Donc, du coup, voilà, dans le cadre de ce projet-là, il y a eu besoin de développer ce petit plugin. Et ici, avec le fichier de convention qui associe à chaque note le nom du message et qu'on a retrouvé là-haut, qu'on pouvait... non, ici, on ne peut pas le changer. Voilà, ça passait par un fichier comme ça et que donc on s'était mis d'accord avec Suzanne pour choisir les plages de notes. Et puis nous, on lui disait voilà les messages qu'on va attendre en OSC. Et juste pour ceux qui connaissent, le plugin il est développé avec un outil qui s'appelle Max4Live, donc qui est basé sur MaxMSP, qui est un environnement de programmation très utilisé en musique. Voilà, qui a un truc visuel, un langage visuel avec des blocs et puis voilà des fils qu'on relie entre eux, quoi. Donc voilà, je crois que ouais, voilà en gros pour tous les aspects techniques. Donc avec les aspects visuels avec Unity et puis là pour la connexion Et juste pour terminer, en gros ça veut juste dire qu'avec un clavier synthé, demain vous pourriez tout à fait piloter des FX de Unity et donc jouer du graphisme entre guillemets, quoi. Et donc d'ailleurs pour pas mal de morceaux c'était basé sur sur ce genre de choses. Pour beaucoup de morceaux, donc Suzanne a fait ces trucs-là, quoi, et en choisissant, oui, c'est tel effet, je veux le lancer à tel moment, avec quand il y avait les courbes en modifiant éventuellement un petit peu. Donc ça, c'était pour pas mal de choses. Dans les autres trucs qu'elle a fait, je crois qu'il y avait son clavier qui était, donc son clavier qu'elle avait sur scène, qui permettait de déclencher certains effets, donc qui passait pas par ce truc-là, mais par un autre, et puis la manette. Je crois que c'était à peu près tout en termes d'interactivité ce qu'on a vu, quoi. Donc voilà, donc le I de la mine, c'est pour interactivité, voilà où ça se situe dans ce projet-là, quoi. Ok. Bon, puis là, j'ai listé quelques idées qu'on a eues en cours de route et qu'on n'a pas pu faire. Voilà, le temps est limité, ou voilà, pour des raisons techniques, etc. À un moment donné, ouais, il y avait éventuellement question de faire des vêtements interactifs, il me semble, voilà. Que Suzanne ait une robe un peu spéciale ou qui pouvait éventuellement piloter certains effets. Et bon, le truc qui revient souvent, et puis là on n'a pas pu le faire, mais je pense que voilà, un jour ce serait vraiment intéressant de creuser ça, c'est qu'il y ait des dispositifs dans le public qui aient soit des petites cartes qui puissent faire des choses pendant le spectacle qui interagissent avec soit la musique, soit les visuels. Un truc aussi qu'on aurait aimé faire, c'est exploiter l'audio en sortie de la table de mixage, soit les différentes pistes des différents instruments, soit le son global, pour faire des effets en fonction de ça. Donc des trucs au final relativement classiques, mais qui ouvrent quand même les possibilités pour rajouter de l'interactivité.
Donc ça, on était quand même plutôt bien parti pour le faire. Et puis, bon, voilà, on n'a pas eu le temps de mettre ça en place. Ensuite, il était question, alors j'ai oublié le nom du contrôleur. Non plus, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, Voilà. il y avait un contrôleur, c'est un tout petit appareil comme ça qui se branche sur l'ordinateur et qui permet de détecter les mouvements des mains. J'ai oublié le nom, mais on s'est posé l'action d'utiliser. Leapmotion. Leapmotion, voilà. Voilà. Et oui, on s'était aussi dit que plutôt que de faire une projection hyper classique uniquement dans le fond de la scène, ça aurait été pas mal de faire différents panneaux à différents endroits, du coup avec plusieurs projecteurs, etc. Et voilà, donc on n'est pas allé jusqu'au bout de ce truc. Pour avoir une vraie scéno, et la tenue de Suzanne aurait été la même chose, un truc blanc sur lequel on pouvait projeter des images, et pas seulement avoir quelque chose de plat, mais penser ça dans la 3D. Et forcément, une scéno, ça s'improvise pas là pour le coup 1 heure avant le concert, donc voilà, ça aurait nécessité d'avoir terminé des choses un peu plus en avance. En fait, pour faire un bilan, donc là je rappelle vraiment l'esprit de la mine, où en fait, des projets dans le cadre de la mine, c'est vraiment de faire des expérimentations sur un temps relativement court. Enfin, ça rappelle un peu les contraintes qu'ils ont présentées tout à l'heure, avec une collaboration entre des personnes vraiment avec des profils très différents. Moi, Unity, je connaissais dans un contexte d'application mobile, mais dans ce contexte-là, je ne connaissais pas du tout. Donc, moi, je partais de rien, quoi, surtout par rapport aux autres. Et voilà, et on ne se connaissait pas. Donc, il fallait qu'on apprenne à travailler ensemble, etc. Et avec des contraintes externes de projet, de calendrier. Suzanne qui n'était peut-être pas toujours disponible non plus, parce que voilà, elle avait des concerts, Et donc, ce genre de projet, c'est important d'être agile. Et voilà, quand même, en résumé, dans notre cas, ça a bien fonctionné. On a réussi à aller jusqu'au bout. En fait, c'est passé combien de temps? En 4 mois, un truc comme ça. À mon avis, c'était quand même assez chaud, quoi. C'était pas évident. Il y aurait pu y avoir plein de raisons pour que ça parte à un moment ou à un autre. Et on a un résultat qui est sympa. On a passé un bon moment, on a appris des choses. Suzanne aussi, je ne veux pas parler à sa place, mais je crois que ça lui aussi bien plu comme aventure. Donc voilà. Après, bien sûr, il y a plein de choses qu'on aurait aimé peut-être faire un peu différemment, comme par exemple à l'orage juste avant le concert. En fait, on est arrivé à la fin de ce truc-là, et là, Suzanne, elle disait « Ah, mais j'ai encore envie de jouer sur les paramètres, j'aimerais avoir plus de temps pour changer tel et tel truc. » Et en fait, on est arrivé à la fin de l'aventure, quoi. Donc, avec le recul, cette phase-là où assez intense, où on est allé vraiment à fond avec elle, ça aurait été bien que ça ait lieu avant, quoi. Peut-être que ça aurait été lors de la résidence qu'on aurait dû le faire. Bon, là, vu le planning, c'était clairement pas possible. Mais en termes de calendrier, ça aurait été, enfin en termes de fonctionnement du projet, ça aurait été vraiment le truc parfait, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire, mais bon, voilà en gros pour ce projet-là, quoi. Et ben voilà, je te passe la main. Ça marche, merci beaucoup. Donc c'est la fin là, je vous rassure. Effectivement, ça s'est très bien passé sur plein de points. Je précise juste sur les questions de planning, un des trucs qui fait que ça s'est bien passé, c'est qu'on communiquait bien. Je dis ça pour peut-être certains d'entre vous se disent « Ah, ça a l'air chouette ces projets », mais moi effectivement, j'ai un travail où je suis indépendant, donc de temps en temps, je fais rien pendant 1 mois et de temps en temps, je suis blindé pendant 3 mois. Ça a été le cas de gens qui ont arrêté de bosser sur le projet pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais ils nous prévenaient à l'avance. Et du coup, on le mettait dans le planning et il n'y avait pas de problème. À ce moment-là, machin, il n'est pas dispo, et machin, on l'embête pas. Ça s'est vraiment très bien passé. Mais du coup, ce que j'ai appris, c'est ça, c'était que ces deux origines communes au projet de la mine, c'est-à-dire cette idée d'avoir un cowork pour que les indépendants, comme vous, peut-être puissiez travailler sans avoir à payer, et cette idée de créer des projets en relation avec le milieu culturel, je trouvais que la fusion était chouette, mais en fait, elle n'est pas obligatoire, parce qu'effectivement, moi, j'ai eu des collaborateurs, tu disais que ça aurait peut-être pas été la Dream Team. Une fois le projet terminé, je me rends compte que si, la Dream Team, on l'avait. Et vraiment, ce sera à refaire, je l'échangerai avec aucune autre. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est des gens qui sont venus me voir en me disant « Hey, le projet est cool, le cowork, pas forcément. » Donc maintenant, c'est quelque chose que, pour la 2e saison, on a décidé de vraiment séparer. Là, les 2 premiers projets constituent la première saison de la mine. Tout ça pour dire que si vous n'êtes pas forcément motivé par les projets, mais que vous avez besoin d'une salle pour bosser, on a toujours ces 4 places de dispo qu'on peut remplir. Venez nous en parler, quoi. Venez pas à l'arrache, parce que si vous êtes 5, vous n'aurez pas de place. Mais voilà, on gère ce lieu-là et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, encore une fois, voilà, c'est juste en haut de la rue.
pour venir avancer dans un environnement qui n'est pas juste chez vous sur le même ordi sur lequel vous jouez à League of Legends. Du coup, étant donné qu'on a bien dépensé l'argent de la mairie, on s'est dit chouette, on va lui en demander d'autres. On n'a pas encore la réponse, là on devrait l'avoir d'ici quelques semaines. Et donc là, l'idée c'est monter d'un cran, parce que la sortie de labo avec Suzanne s'est bien passée. À la métropole, ça leur a plu, ce qu'on a fait. Donc on a monté un dossier plus gros en disant maintenant cette fois on va payer les devs quoi. C'est-à-dire que vu que il n'y a plus cette idée d'échanger du cowork contre du dev, et ça veut dire que les développeurs qui soient chez Dupont ou qu'ils soient chez eux ou je sais pas dans un autre lieu ici par exemple ou quoi, là pour le coup ils pourraient bosser plus qu'un jour par semaine et ils seraient bien évidemment rémunérés pour leur travail. Donc on a fait une deuxième jam, là plutôt dans l'année scolaire. On a des résultats, maintenant on attend des retours sur ces résultats pour savoir sur quel projet on part. Évidemment je vous tiendrai au courant sur le Discord, donc ça c'est en cours. Et du coup, étant donné que les gens qui participent au projet ne sont pas nécessairement dans le cowork, mais qu'en parallèle, les artistes non plus, on a décidé de faire vivre ce lieu chez Dupont d'une autre façon. Donc en organisant des événements qui soient vraiment spécifiques. Mais c'est pareil, ça vient à peine d'être pseudo-confirmé, mais je vous en reparlerai. On aura une série de conférences table ronde sur futurisme, même des fois des trucs un peu transhumanistes, un peu rigolos, qu'on va faire début février, ça va être. Et donc voilà, l'idée de croiser des sujets d'intérêt à la fois de gens qui travaillent là-bas et puis de développeurs de jeux, mais encore une fois, je vous en reparlerai. Et donc peut-être, évidemment, vous, d'ici soit cette deuxième promo, cette deuxième saison, soit les suivantes, que ce soit pour la partie coworking ou la partie projet, encore une fois, si vous êtes dispo un jour par mois ou pendant 2 semaines et après plus du tout, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on agglomère les gens qui sont motivés. On n'est pas obligé d'être 4 à la fois, hein, ça peut être plus un moment, moins un moment. On agglomère les gens qui sont motivés et après on conçoit le projet par rapport, comme mes collègues vous l'ont expliqué, on n'avait pas de graphiste, on avait des graphismes à faire, on a fait ça en code. Peut-être qu'à des moments on aura plus de designers, et on va penser quelque chose de davantage interactif. C'est pas forcément avec des manettes, hein. La première interactivité sur scène c'est Freddie Mercury qui fait hey, oh, voilà. Ça c'est déjà interactif et nous on peut penser aussi des choses comme ça. Ok ? Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, évidemment, on est là pour y répondre. C'est vrai que je ne m'étais pas présenté, certains d'entre vous peut-être ne me connaissent pas. Moi, je suis game designer, level designer, narrative designer, également prof de game design. Toute question supplémentaire sur mon profil ou mon parcours recevra une réponse de 20 minutes ou plus, alors méfiez-vous. Mais pour ce qui est du projet en lui-même, voilà, on est à votre disposition, que ce soit là sur le stream ou plus tard pendant l'apéro. Voilà, merci à tous. Ouais. Alors là, du coup, vous avez travaillé sur un gros projet pour la musique. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres types de... Il y a d'autres types. Sur la seconde Game Jam, on n'a pas eu beaucoup d'artistes. Ça a été vraiment la déception parce qu'on avait beaucoup de développeurs ce coup-ci. La première, c'était l'inverse. Mais la première Game Jam, on avait effectivement des gens qui font de l'événementiel, du mapping vidéo. On avait une danseuse, même pas que je dis une troupe de danseurs, avec des trucs assez cool. Voilà, donc après... C'est lié aux artistes qui sont chez Dupont, mais chez Dupont, ça va des petits indés qui font des trucs un peu farfelus à Big Flo et Oli. Pas chez Dupont, Bleu Citron, excusez-moi. Donc, il y a vraiment de la marge. Et lorsqu'on organise ces Game Jam, il y a différents profils de personnes qui vont venir. Et nous, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la fois, les gens viennent parce qu'ils sont peut-être curieux, on va leur faire des propositions et ils vont dire si ça les intéresse ou pas. Mais une fois qu'on sait qui est intéressé, c'est nous les développeurs, à nous les développeurs, de dire tiens, ça c'est original, ça on l'a pas encore fait, ça m'intéresse, etc. Donc de sélectionner ça. Donc oui, il y a d'autres possibilités, on est ouvert à plein de choses et ça dépend de qui se pointe en fait quand on fait ces jams là. Ça marche. Ouais. Vous avez assisté au concert de novembre du coup sur la grande scène Du Zénith Suzanne avait un concert au Métronome sur la grande scène. Ah, sur la grande scène non, on n'y était pas. Vous avez des retours de comment ça s'est passé? Oui, on l'a vu il n'y a pas longtemps, donc ça apparemment ça s'est bien passé. Mais voilà, maintenant le dispositif est à elle, je ne sais pas si elle l'a utilisé en novembre, mais en tout cas elle peut l'utiliser sur un concert, elle est partie avec. Et nous on a ces outils-là qu'on a développés, que ce soit toi sur Ableton, sur des shaders, sur des machins, qu'on peut utiliser pour des futurs projets de la mine, pour justement bâtir là-dessus. Après pour la restitution, donc le concert de septembre, ils étaient là, oui.
Moi, Oui. j'étais pas là, j'étais en vacances, mais l'équipe de la mine était là. C'est ça. Vous avez dit que vous avez mappé les inputs, les instruments, à MIDI et tout ça, mais qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu recevoir des messages de son logiciel de montage en fait Alors, je sais pas, volume, Je reprécise juste au cas où on n'entend pas, t'as gardé le stream. Donc, on a mappé effectivement les instruments de Suzanne. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu, tu disais, mapper son logiciel de montage? Alors, il n'y avait pas de montage parce que c'était du live, mais peut-être tu parles d'Ableton en tant que tel ou Ouais, je ne connais pas Ableton, mais genre Pardon. par exemple, je dirais ce qui est volume ou rythme. Alors, le volume, ça, on aurait pu le faire si on s'était branché à la console. Ça fait partie des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et sur Ableton, on était reliés. Donc, toutes les pistes qui étaient gérées, entre guillemets, de façon numérique, ça, on pouvait se brancher dessus. Pour la batterie, comme Nicolas disait, il y avait des pads connectés. Bah, ça, on pouvait capter le truc. Le clavier, il envoyait directement du MIDI, donc c'est pareil. En revanche, ce qu'on n'a pas pu faire, c'est se mettre derrière la console parce que, bah, par exemple, un coup de tom bass, c'est tout à fait analogique. Ça pouvait pas, du coup, envoyer des messages OSC. Ce qu'on aurait pu faire, c'est repérer approximativement la forme d'onde et se reposer sur des gens beaucoup plus intelligents que nous qui ont fait des transformés de Fourier et qui sont capables de mesurer, ah ça c'est un tom bass, et pour éventuellement le capter de cette façon-là. Et ça, on l'a pas fait, effectivement, question de temps. Après, on aurait pu juste capter des ambiances de son et réagir, je sais pas, aux basses fréquences ou des trucs comme ça. quoi. Je Exactement. crois que si on avait fait quelque chose, ça aurait été quelque chose comme ça. Un quoi. filtre passe haut ou un truc comme ça, directement dans Unity, même sans moteur son, c'est directement faisable. Mais voilà, ça nécessitait de nous interfacer avec la console de l'ingé son, et c'est cette partie-là qu'on n'a pas fait. Bon, et ben je pense que ça veut des chipsters. Merci encore, et puis bonne soirée à tous. Moi, je reste 15 minutes de plus, si quelqu'un veut.